Un enfant de 12 ans séquestré, violé, asphyxié, tué par une personne en situation irrégulière et expulsable depuis le 30 septembre 2022. Ça vous dirait de faire votre boulot? Voilà, la question est assez cash. C'est ce qui va se passer ce soir. Qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur le ministre? D'abord, je veux dire que personne ne peut se mettre à la place des parents de Lola, d'avoir un enfant violé et tué. Je pense que tout le monde, quand on est père de famille, comme je suis, j'ai 2 enfants, pense que c'est ce qui est le plus ignoble. Et à ce monsieur et à tous ceux qui se posent la question, moi je comprends leur colère. Je veux aussi les persuader que moi je ne rentre pas le soir ou je ne me lève pas le matin en me disant tiens, je fais un boulot comme les autres. Puis qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Une enfant s'est fait tuer, ça ne me fait rien. Je fais de la politique pour éviter ça. Parfois on a des échecs et à chaque fois qu'il y a la mort de quelqu'un, à chaque fois qu'il y a un assassinat d'enfant, il y a un échec de la politique, il y a un échec de la société, il y a un échec de la politique, évidemment. Et le ministre de l'Intérieur est responsable de ce qui se passe dans le pays. Mais je veux vraiment persuader les uns les autres qu'on fait au mieux. On n'est peut-être pas les meilleurs, ça c'est aux électeurs de le juger aux élections, mais on fait au mieux. Ça me touche d'autant plus que moi j'ai connu un drame familial de perdre un enfant, le fils de ma sœur qui est mort assassiné aussi dans des conditions extrêmement ignobles, et que je sais ce que ça fait comme dévastation dans une famille. Je sais que les parents ne sont plus jamais comme avant. Et il n'y a pas de mots qui peuvent résumer la détresse que ça peut porter. Alors on essaie de faire ce qu'on peut. Il y a une procédure judiciaire. Moi, j'ai du mal à comprendre aujourd'hui exactement les motifs qui ont poussé manifestement cette dame qui aurait reconnu, je lis la presse comme vous, il y a un secret d'instruction, d'avoir assassiné et violé cet enfant. C'est très difficile à comprendre. Une jeune femme qui a moins de 25 ans, qui n'est pas connue des services de police, qui manifestement n'était pas connue pour avoir des maladies psychiatriques non plus, qui fait ces horreurs. Ensuite, il y a une autre question qui est celle d'être étranger, mais... C'est ça. Oui, mais moi je vois la meurtrière, moi je ne vois pas l'étrangère, je vois d'abord la meurtrière. En ce qui concerne l'enquête, elle a été très vite ficelée. Les services de police ont très bien fait leur travail. Ils ont très bien fait leur travail, les services de police, tout le monde en convient. Après, ce qui vous est reproché, et c'est ce que vous reproche Yossi, qui est dans le public, retraité. Yossi, il est là, merci, vous pouvez vous lever. Merci Yossi d'être avec nous, retraité, vous avez 74 ans. Vous dites que vous avez le cœur déchiré, comme tous les Français, par la mort de Lola, et ça vous empêche même de dormir la nuit. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avant de vous exposer mes propos, permettez-moi de vous exprimer toute ma gratitude pour le travail que vous faites. Vous êtes un homme de terrain, vous l'avez montré pendant les vacances, alors que d'autres, pardonnez-moi de le dire, se doraient au soleil. Vous avez pris votre bâton de pèlerin et vous avez sillonné toute la France et vous avez fait face aux événements. Et pour cela, permettez du haut de mes 74 ans de vous présenter ma déférence pour votre titre, pour votre fonction et également pour votre travail. C'est gentil. Merci. Ceci dit, monsieur le ministre, comment pouvons-nous résoudre un problème si on ne le définit pas? Aussi, ce massacre, ce traumatisme qui a saisi toute la France suite à un assassinat dont nous n'avons même pas les termes en français. Notre langue est riche, mais elle n'a pas les termes pour définir la perte d'un enfant. Cette horreur. Ni le calvaire de ses parents. Comme si les attentats que nous avons subis jusqu'à présent, les attentats terroristes, ne suffisaient pas pour la France qui souffre. Il fallait que l'horreur dépasse un stade inimaginable. Je sais, monsieur le ministre, que vous avez aussi votre émotion, vous la contrôlez. Aujourd'hui, moi, il m'est difficile de la contrôler. Je suis en colère. Et pourquoi je suis en colère? Je me pose la question. Je suis un grand-père, je suis un père. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants dans une société qui est en train on dirait que nous sommes des zombies. Bien dans le micro aussi, merci. On dirait que nous sommes des zombies. On est en train de nous tuer, de nous assassiner, de décapiter des professeurs, de menacer, de tabasser des enfants quand ils sortent des lycées. Jusqu'à quand ça va continuer? Jusqu'à quand nous allons subir
n'est-ce pas, le mal que des étrangers en situation irrégulière font subir aux Français. Jusqu'à quand nous sommes obligés à un moment de se poser la question. Alors. Ensuite, je peux continuer ou... Allez-y. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une OPA contre la société française, où on voit des agressions constantes et continues, comme si le terrorisme que nous avons subi n'était pas suffisant. Et j'attire votre attention sur ce fait parce que c'est peut-être un fait de terrorisme interne. C'est possible, je n'en sais rien. En tout cas, moi, je ne le comprends pas. On ne peut pas le comprendre. Le sang a été versé. Combien de sang sera versé, monsieur le ministre, sur l'autel de certaines négligences, de certains manques de contrôle qui ont peut-être causé la mort de cette petite fille et ainsi que d'autres. Je ne veux pas non plus monopoliser la parole, mais si je pouvais, je vous aurais lu, ne serait-ce que pour rappeler leur mémoire, le nombre de personnes qui ont été assassinées en France depuis plusieurs années. Et vous le savez mieux que quiconque parce que vous êtes le premier informé. Merci. Aujourd'hui... Merci. Terminez, ou allez-y. Je termine. Aujourd'hui, monsieur le ministre, des parents ont perdu un enfant. Enterrer un enfant, c'est la chose la plus pire qu'il y a. Ma question, en fin de compte, que faisait cette personne en France? Est-ce qu'il y a eu des contrôles? On voudrait que vous nous expliquiez, que nous comprenions ce qui s'est passé. Nous sommes vos administrés. Si on ne peut pas vous poser des questions, ou si on n'a pas l'occasion de vous poser des questions, à qui nous allons le poser? Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci aussi pour votre exposé, pour votre question. C'est une question qu'énormément de téléspectateurs se posent, monsieur le ministre. Je le vois sur les réseaux. C'est la question qui revient en premier. Pourquoi cette personne était sur le territoire? C'est la question de monsieur Malka. D'abord, je veux dire que les questions que se pose monsieur, moi, je me les pose. Et tous les jours sur mon bureau, j'allais dire tous les nuits sur mon bureau, vous savez, ministre de l'Intérieur, quand il se lève le matin, il a 4 dossiers. C'est tous les faits divers de la zone gendarmerie, de la zone police à Paris et des services secrets qu'on appelle la DGSI. Et des horreurs, monsieur, depuis 2 ans et demi quasiment que je suis ministre de l'Intérieur, j'en vois tous les jours. Vous en voyez plus qu'avant? Parce que nous, on a le sentiment... Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. J'ai été maire de Tourcoing, une ville populaire, je voyais déjà beaucoup de choses horribles. Parce que quand on est maire, on est directement en contact avec le plus beau et le plus terrible de ce qui se passe dans sa commune. Depuis 2 ans et demi, je vois le même nombre d'horreurs, parce qu'évidemment, ce qui me remonte, c'est les horreurs les plus horribles, pardon de cette expression. Il y a celles qui le prennent médiatiquement, et puis il y a celles qui ne prennent pas médiatiquement. Il y a malheureusement plein de faits divers qui pourraient tous vous bousculer, qui vous choquer, et puis pour plein de raisons, les médias n'en parlent pas. C'est encore plus inquiétant ce que vous dites. Oui, mais c'est la vérité de ce qui se passe. Il y a à peu près un petit millier d'homicides, de meurtres, d'assassinats par an. Ça fait 10 ans qu'il y a à peu près 900 homicides par an. Et tout le monde connaît les attentats qu'on a connus. Puis il y a tous ceux qu'on a déjoués aussi. Moi, j'ai tous les matins des fiches qui m'expliquent comment on a évité ça. Alors évidemment, ça n'excuse pas quand ça arrive. On a, par exemple, vous parlez des attentats, monsieur, on a déjoué 39 attentats depuis que nous sommes en responsabilité avec les modus operandi. On se dit à chaque fois, qu'est-ce que ce serait si c'est rentré dans un bar homosexuel, dans un lieu juif, dans une mosquée, dans une école. On a évité ça en France. Voilà. Et donc je me pose les mêmes questions que vous, monsieur. Voilà. Et moi, je veux vous dire que je fais pas tout bien. J'ai sans doute fait des erreurs. Je ferai sans doute encore demain des erreurs, mais j'essaye. Et d'abord, en tout cas, je ne me voile pas la face. Quand j'ai été nommé ministre de l'Intérieur, 1 mois après, j'ai dit qu'il y avait un ensauvagement dans notre pays. Tout le monde m'est tombé dessus. Oui. J'ai eu le droit à tous les articles, Darmanin exagère, il court après le Front National, il court avec... Moi, justement, je dis les mots sur les choses parce que c'est ce que vous ressentez, c'est ce que ressentent tous les Français. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va voir son médecin et lui dit « je suis malade » et le médecin dit « non, non, vous n'êtes pas malade, c'est un sentiment d'être malade ». Je pense que ça rend fou les gens. Parce qu'on a l'impression que si on ne connaît pas la maladie, on ne peut pas donner l'ordonnance qui permet de réparer cette maladie. Moi, je pense qu'il y a un ensauvagement de la société, que les crimes sont plus violents, oui, de plus en plus forts dans l'abject. On le voit bien, les couteaux, par exemple, le nombre de coups de couteau qui se donnent, la violence aux personnes, et qu'on doit le constater. Voilà. Et après, j'ai dit une deuxième chose, j'ai dit qu'une partie, pas tout, hein, pas tout, une partie de la délinquance était le fait d'étrangers, notamment d'étrangers en situation irrégulière. Là aussi, on m'a beaucoup critiqué, je l'ai fait cet été, vous parliez de cet été. On m'a aussi voué aux gémonies, mais c'est une réalité.
je veux aussi vous dire que l'immense majorité des étrangers qui sont sur le sol national se comportent extrêmement bien, respectent les règles de la République. Moi, mes deux grands-parents n'étaient pas français, donc je n'ai pas moi qui vais faire ce genre de procès, mais ils respectaient la République. Et ils ont enseigné, je crois, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, le respect de la République. La principale suspecte, donc Dabia, une SDF de 24 ans, casier judiciaire vierge, de nationalité algérienne, elle était en situation irrégulière en France. Elle était entrée légalement dans le pays en 2016 avec un titre de séjour étudiant. Elle a passé un CAP. C'est ça. Pourquoi elle est encore là? Alors, il y en a malheureusement quelques-uns comme cette personne qui sont en France rentrés régulièrement. Et il y a plein de gens qui me demandent des visas aussi. Moi, je reçois plein de lettres d'habitants, de tous les habitants, qui me disent je connais ma cousine, j'ai ma grand-mère, j'ai mon frère. Donc, il y a des gens qui demandent des visas pour venir en France, quels que soient ces visas, le regroupement familial, pour le travail, pour les études. Et puis après, quand on leur dit non, une partie ne repartent pas. Et donc, quand on les contrôle et qu'on dit qu'il faut repartir, c'était le cas de cette dame qui a été contrôlée au mois d'août dernier, où la police lui a dit vous avez 1 mois pour quitter le territoire. En fait, c'est quelqu'un qui était légalement en France, dont le titre de séjour était expiré, qui aurait dû repartir, qui n'est pas reparti. Il n'y a pas eu de contrôle au bout d'1 mois? Mais il n'y a pas de contrôle au bout d'1 mois parce que quand les personnes, notamment sont sans domicile fixe, c'est très compliqué de les retrouver. Voyez, et ça, c'est un des problèmes que nous avons. Mais il y a une recherche, évidemment, qui se fait, comme pour tous les étrangers en situation irrégulière. Moi, j'ai eu l'occasion de dire qu'il y a entre 600 000 et 700 000 étrangers en situation irrégulière en France. Il y en a qu'on ne peut pas expulser parce qu'ils font des recours. Et donc, pendant qu'il y a un recours, on ne peut pas expulser la personne. Et en France, on a un état de droit, on doit entendre les recours. Parfois, je peux m'énerver, moi, sur le délai un peu trop long de la justice administrative. Justement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on présente un projet de loi pour changer ça et pour réduire les recours. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 12 recours. Ouais. On va diviser 12 par 4. On va diviser par 3 nombres de recours, par exemple. Donc, on en a pris en conscience ça. Puis, il y a un deuxième sujet. Il faut que le pays qui est le pays de la nationalité accueille ces personnes. Parce que quand vous serez, si un jour vous êtes ministre de l'Intérieur, vous aurez ce problème-là. Vous avez quelqu'un qui n'est pas... c'est pas l'ordre du jour. Hein. Non, mais sait-on jamais. C'est pas un projet. On échangera de place. Bon. Non, mais c'est très sérieux ce que je dis parce que vous devez aussi comprendre ça, monsieur. Et c'est le cas de tous les pays en Europe. Et je vais publier sur les réseaux sociaux au moment où je parle les comparaisons avec les autres pays d'Europe. La France est le pays qui expulse le plus de personnes en Europe. Plus que l'Allemagne, plus que l'Italie, plus que l'Angleterre, plus que l'Espagne. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on expulse quelqu'un, il faut que le pays d'accueil l'accueille. Oui. Alors vous avez deux types de problèmes. D'abord, il y a le pays avec lequel on n'a pas de relations diplomatiques. L'Afghanistan, on a beaucoup d'Afghans sur le territoire national. On a beaucoup de Syriens sur le territoire national. Il y a une dictature, Bachar el-Assad, il y a une dictature des talibans. On n'a pas d'ambassadeur, on n'a pas de liaison aérienne. Je ne peux pas prendre quelqu'un, le mettre de force dans un avion et le jeter au-dessus de l'Afghanistan ou de la Syrie. Premier problème. Et nous avons des personnes qui viennent d'Afghanistan et de Syrie qui commettent des actes ignobles. Et ça, c'est un premier problème. Il faut l'expliquer aux Français. Et après, il y a un débat démocratique qui consiste, est-ce que quand même on expulse ces personnes en Afghanistan et qu'on a des liens avec les talibans ou pas? Première question que se pose un État. Deuxième question, quand on a des relations diplomatiques avec des États, les États du Maghreb par exemple, mais pas simplement, il faut que le pays accepte. Parce que vous ne pouvez pas de force mettre quelqu'un dans un avion, le faire atterrir dans la capitale X, le faire descendre, et ça se passe comme ça, et puis c'est tout. Évidemment, il faut que le pays qui accueille fait des laissez-passer consulaires. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis ministre qui refuse que des Français reviennent en France. Quand un État étranger, monsieur, m'appelle et me dit « Vous avez un violeur, un tueur, un pilleur qui a fait 15 ans de prison chez moi dans le pays Y, je vais vous le renvoyer parce qu'il est français. » Moi, avant de dire oui, je mets du temps. Hein. Monsieur Darmanin, juste... Non, mais il faut comprendre ça. Donc après, il faut qu'on améliore ça. Mais ça il faut... Quand vous avez appris le drame qui s'est passé et la mort de Lola, quelle a été votre réaction? C'est ça, les Français veulent savoir. Vous avez eu la même réaction qu'eux, certainement? D'abord, la première chose que je fais, c'est que j'essaie de demander comment ça s'est passé et surtout, est-ce qu'on a interpellé les auteurs? Parce qu'il y a encore pire que... Mais après, quand on vous a dit que c'était une personne qui était en situation irrégulière, vous êtes dit quoi? Vous êtes dit on a merdé? Vous êtes dit on n'aurait pas pu faire autrement? Mais c'est un échec à chaque fois. Mais à chaque fois qu'il y a un meurtre, vous savez, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est déclaré fou et qui commet un acte... terroriste ou un acte contre un enfant ou contre une personne, on se dit c'est un échec, on aurait dû mettre en hôpital psychiatrique, on aurait dû trouver les moyens de faire. Évidemment, moi, à chaque fois que je vois un meurtre sur mon bureau, je me dis qu'on a loupé quelque chose. Je ne dors pas tranquille, monsieur, avec ce genre de choses. Après, je vais vous dire, monsieur, juste un point. La première chose que j'ai fait lorsque j'ai entendu évoquer cette histoire par les services de police, ma première demande, c'était qu'il fallait arrêter les meurtriers présumés. Parce que fait très vite. Non, oui, mais le pire aurait été que cette dame soit en liberté, commette d'autres atrocités. Oui.
Donc elle a été arrêtée. Moi, je voudrais remercier les services de police, de la préfecture de police de Paris de l'avoir fait en ça, quelques tout le monde en heures. convient. Après, Mais c'est un point très important parce que les policiers. Et Lola, Deuxièmement, moi, qu'est-ce que je me dis? Ça a ému tous les Français et qu'on pense à sa famille ce soir, on se dit c'est dramatique. Mais c'est pas, il n'y a pas de mots, comme vous dites. Ah oui, monsieur, il n'y a pas de mots. Bon. La deuxième chose que je me dis, monsieur, c'est j'essaye de comprendre ce qui a merdé. Ouais. Je vois bien qu'il y a la question de la situation irrégulière. Maintenant, je vais vous dire, et il y a des gens très, très honnêtes qui l'ont dit, Rachida Dati, qui ne partage pas la même opinion sur le gouvernement, a dit on n'aurait pas pu éviter ce drame. Je ne sais pas si on n'aurait pas pu éviter ce drame, mais elle n'était pas connue des services de police. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, dans les centres de rétention administrative, les endroits où on place ces étrangers enfermés en attendant qu'on les expulse. Aujourd'hui, 90% des personnes qui sont dedans, c'est des gens qui ont commis des actes, des crimes ou des délits. Parce que ce qui est important, c'est de mettre les multirécidivistes et récidivistes, les gens qui ont commis des crimes déjà, dans des centres de rétention pour pas qu'ils soient libérés en attendant qu'on les expulse. Et on arrive de plus en plus à les expulser. Pas totalement, mais de plus en plus. C'est pour ça qu'on fait des voyages à l'international aussi. On ne fait pas ça que pour partager des repas avec les dirigeants de ces pays. Moi, je vais un peu partout pour essayer de dire à mes homologues, on doit avoir des relations qui sont fondées sur des relations d'égalité. Oui. Vous devez comprendre ce qui se passe en France. Vous avez des ressortissants qui sont irrégulièrement dans notre pays. Et si vous ne les reprenez pas, ça va se fâcher. Prenez l'exemple de certains pays du Maghreb. Vous ne pouvez pas à la fois dans les médias, si je peux me permettre, dire quelques pays du Maghreb ne sont pas contents parce qu'on leur donne pas de visa. Et ma grand-mère ne peut pas venir pour le mariage, mon oncle ne peut pas venir pour faire ses études. Et puis quand il y a des étrangers en situation irrégulière qui sont en France, dire pourquoi vous n'êtes pas expulsés. C'est un tout. Si on ne donne pas de visa, c'est parce qu'ils ne reprennent pas leurs ressortissants. Monsieur le ministre, ça veut dire que ce drame, on n'aurait pas pu l'éviter pour vous? C'est objectivement trop tôt pour le dire. Il y a une enquête judiciaire. D'abord, moi, vous dites, monsieur, vous avez fait le parallèle avec les attentats terroristes. Je comprends votre émotion. Je ne le ferai pas. Je n'en sais rien. Aujourd'hui, je vous le dis en toute vérité, je n'en sais rien. Les juges vont faire leur travail. Est-ce que c'est... quel est le motif qui pousse une jeune femme de moins de 25 ans de prendre une jeune fille qui manifestement ne connaissait pas, de 11 ans, pour la violer, la torturer, la séquestrer, puis la découper? Ça devrait quand même nous frapper tous. Je ne connais pas ces motifs. Selon les motifs et selon l'enquête judiciaire que fera le juge, on en tirera toutes les conclusions. S'il y a des questions particulières qu'il faut pour se remettre en cause, je le ferai, bien évidemment. Moi, mon souci premier, monsieur, c'est d'éviter ça la prochaine fois. Et tous les jours, je me dis ça. Voilà. Et tous les jours, je me dis pourquoi, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux avec les services qui m'accompagnent pour éviter ça.